bienvenue dans notre émission Accro à l'art afro. Dans la recherche de l'excellence et de l'exclusivité, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir l'une des personnalités les plus importantes dans le monde de l'art. Nous avons parmi nous Monsieur Los. Bonjour Monsieur Los. Bonjour. Voilà, nous sommes heureux que vous ayez pu vous libérer, prendre de votre temps pour répondre à l'une ou l'autre de nos questions concernant votre collection. Aujourd'hui, nous sommes reçus ici dans cette belle galerie au Sablon où nous recevons la collection du peintre Mwendze. Nous aurions voulu savoir pourquoi cette passion pour la peinture congolaise. Alors, les origines de cette passion prennent leurs racines dans ma maison familiale. Mon père était un peintre amateur, mon grand-père était un peintre amateur et mon oncle du côté de mon père était un peintre confirmé dans les années 1900. C'est-à-dire que tous les murs de la maison dans laquelle je suis né étaient recouverts de tableaux familiaux ou de tableaux achetés par mon père dans sa vie, puisque lui aussi avait été imprégné dans sa naissance, depuis sa naissance, par des murs recouverts de tableaux. Donc, je ne voyais pas la couleur des murs dans la maison dans laquelle je vivais, parce qu'ils étaient couverts de tableaux. Et c'est ça l'origine, si vous voulez, de ma passion pour la peinture. Et dans le cadre de ma profession, qui est donc marchand d'objets d'art primordiaux, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais collectionner qui ne soit pas en concurrence avec mon métier. Et donc je me suis mis à acheter des photos anciennes sur le Congo, et j'ai publié à ce sujet-là un livre magistral sur Zagorski, et ensuite acheter des tableaux qui, il y a 50 ans, n'intéressaient pas grand monde, mais se trouvaient pourtant en nombre important chez les anciens coloniaux, surtout ceux qui avaient vécu dans la région de Lubumbashi, qui était le siège de la naissance de l'art du milieu du XXe siècle pour l'école de Romain Desfossés. Donc voilà les origines et voilà le déclencheur de ma passion. Nous voyons que cette collection elle est vraiment riche et cela vous a pris beaucoup de temps et je présume que cela vous tient à cœur. Connaissez-vous ou pouvez-vous nous relater légèrement l'histoire de Mwendze en tant qu'artiste peintre? Quel a été son parcours pour être aujourd'hui ce grand peintre dont on expose dans cette belle galerie? Alors, Mwendze est un peintre congolais qui était, avant sa rencontre avec Romain Desfossés, donc le père de cette école de l'atelier du hangar à Lubumbashi, ex-Elisabethville, il vivait de portraits, il faisait des portraits des gens, essentiellement des Africains. Donc il avait, si vous voulez, une formation d'autodidacte, de peintre, et lorsque Pierre-Romain Desfossés, en 1947, a décidé d'abandonner sa carrière militaire et de fonder l'atelier du hangar, il a dit à qui voulait l'écouter, « Venez, je vous apprendrai à peindre si vous le désirez ». Il avait été aidé à l'époque par la diaspora belge coloniale d'Elisabethville, qui lui avait quasi offert un lieu, c'est-à-dire un vieux hangar, et quelques moyens d'aide au début, et sont venus spontanément dans ce hangar en fin 1947 Pili Pili et Kalela, et un petit peu plus tard, je dirais vers 50-51, Mwendze est venu frapper à la porte, et très vite, Pierre-Romain Desfossés s'est rendu compte qu'il avait un talent instinctif du trait. C'est-à-dire que les premiers tableaux qu'il a fait en dehors des encres de Chine qui représentaient des portraits étaient des tableaux où les hachures, un petit peu ressemblables à celles d'un sismographe, parvenaient à définir des contours tout à fait intéressants. Donc il s'est mis à peindre avec les moyens classiques de pinceau, d'huile et d'aquarelle. Et comme il trouvait que ça n'allait pas assez vite, il a coupé les poils des pinceaux de façon qu'ils soient moins souples. Et de ce fait, sa technique ressemble presque à de la peinture au couteau. Donc voilà les origines de Mwendze. Il s'est révélé être un des leaders principaux
de l'école de Pierre-Romain Desfossés, et plus tard, à la mort de Romain Desfossés en 1954, lorsque l'académie va être reprise par Mounens, il va devenir un des moniteurs, professeurs de l'académie. Il va décéder dans le début des années 90 et sera un de ceux qui sera invité à l'exposition universelle de 1958, et il y peindra une énorme fresque murale que vous pourrez voir sur une des photos de l'époque, où il y a l'atomium en arrière-plan et la fresque de Moenze en avant-plan. Nous voyons que cette collection est vraiment riche, mais parmi elles, avez-vous votre coup de cœur parmi toutes ces belles œuvres, et surtout qu'est-ce que cela vous apporte? Alors, la caractéristique du collectionneur, c'est que chaque fois qu'il trouve un objet de sa collection, il éprouve un bonheur très propre de la jouissance, parce que c'est la prise de possession après la découverte. Alors, j'aime beaucoup de tableaux de Moenze, mais il y en a deux qui me touchent personnellement. Le premier, le plus spectaculaire, la pièce centrale de ma collection, c'est cette scène de crucifixion tout à fait dingue, où il a osé transgresser les canons, où les larrons à côté du Christ ont les bras saucissonnés en spaghetti autour de la croix, et où le Christ lui-même a les jambes un peu comme une grenouille en train de nager parce qu'il s'est trompé dans ses proportions. Mais il y a une magie qui s'opère en ce sens que c'est ça qui rend le tableau extraordinaire. Le deuxième tableau, peut-être alors celui qui me touche le plus au point de vue de l'art, c'est ce fameux tableau avec les six têtes dont les traits des visages sont faits par des animaux, essentiellement des antilopes, dont les pattes et la bouche se confondent avec la bouche de la tête. Et là, il y a une composition extraordinaire, ça date de 1954, qui est pour moi la grande année de Moenze, et il existe 4 tableaux connus avec la même technique et le même sujet. Un au musée de Tervuren, le deuxième se trouve dans la collection de Mac-Félix, le troisième est dans un endroit que je ne vous révélerai pas, le quatrième est chez moi. L'exposition d'aujourd'hui, à quoi sert-elle réellement? Cette exposition, aujourd'hui, est le volet numéro 2 d'une initiative que j'ai prise après l'exposition du corpus principal de ma collection à la Fondation Cartier il y a 4 ans. Et j'ai fait l'acte 1 l'année passée dans le même endroit en exposant tous les tableaux que j'avais de Bella. Et vu la réaction des gens, j'insiste sur le fait que ce sont des expositions dont aucun des tableaux ne sont à vendre. Je le fais simplement pour transmettre. Je veux être un passeur de pont, un passeur de rivière. Après d'abord avoir installé le pont, j'aide les gens à le passer. Donc ici, l'acte 2, puisqu'on parle de beaucoup d'actes, c'est à la mode ces derniers temps, mais celui-ci est beaucoup plus pacifique, c'est d'exposer Moenze, et si tout va bien, j'aurai le bonheur de faire l'acte 3 pendant le Brunner du mois de juin, au même endroit, où j'exposerai à ce moment-là Pili Pili, qui est le 3e, et les autres, c'est-à-dire Kalela, y compris des artistes qui ont fait peut-être 5-6 tableaux, soit parce qu'ils sont morts très vite, soit parce que quelque part, après leur passage chez Romain Desfossés, ils ont abandonné, mais ça n'empêche que les œuvres qu'ils nous laissent sont extraordinaires, et on découvrira là, à ce moment-là, des inconnus, parce que bien sûr tout le monde intéressé par la peinture congolaise connaît Moenze, Pili Pili, Bella et Kalela, les autres c'est pas évident. J'ai encore une nouvelle question concernant cette belle collection. Comment la voyez-vous dans votre futur? Parce que c'est vrai, aujourd'hui vous pouvez la garder en tant que collection privée, mais c'est une telle richesse pour l'humanité. Comment la voyez-vous dans les années à venir? Alors, il est clair que, j'ai 70 ans dans 2 mois, que j'ai un fils, mais qui ne va pas collectionner ça, parce que c'est mon histoire et pas la sienne. Alors, j'espère de tout cœur, après avoir organisé une vente publique au mois de septembre à Paris, où j'ai donné quelques exemples de ce que c'est la peinture, avec
Frédéric Chambre, qui a cru dans cette collection et qui a fait un extraordinaire catalogue et qui a fait une vente qui a vraiment réussi, donnant de ce fait des lettres de noblesse à cette peinture congolaise du XXe siècle. Et mon but le plus cher, c'est de terminer le livre que je vais publier à la fin de cette année sur l'entièreté de ma collection, faire cette exposition qu'on est en train de signer en Chine en mai 2020, où elle se promènera dans 3 grandes universités et musées chinois. Et à ce moment-là, la connexion sera avant. Là, j'espère que quelque part, il y aura une initiative. Bien sûr que ça représentera de l'argent, mais ils auront l'occasion, si vous voulez, d'acheter à une personne non seulement sa passion, mais aussi ses recherches. Parce que quand le livre sera publié à la fin de cette année-ci, on se rendra très vite compte qu'il y a un énorme travail de recherche qui a été fait par mon ami et assistant Thomas Baillet, qui est docteur en histoire de l'art et qui a un sens de la recherche, qui a un sens de la méthode et qui est parvenu à ramasser, à rassembler des documents qui vont faire le fil conducteur de la peinture congolaise, des origines vers 1927-28. Et j'ai décidé volontairement de m'arrêter en 60 parce qu'après l'indépendance, la peinture congolaise a pris une autre direction avec les peintres populaires, les peintres critiques et puis surtout avec la peinture d'aujourd'hui où vous avez des noms prestigieux que tout le monde connaît comme Chéri Samba et Moké, mais aussi des jeunes artistes, que ce soit Mika, que ce soit Madani, que ce soit Ophélia, que ce soit Enedjo et d'autres que j'oublie, où il y a un foyer extraordinaire. D'autant plus que vous allez vraiment découvrir dans cet ouvrage qui va sortir prochainement que à lui seul, il détient l'histoire de la peinture congolaise dès sa naissance jusqu'aux années 60. J'aurais voulu savoir quel est ce message que vous pouvez donner à la nouvelle génération, surtout que vous êtes arrêté dans les années 60. Avez-vous eu un coup de cœur pour un artiste contemporain d'aujourd'hui ou que faut-il faire pour vous plaire? Dire qui dans les contemporains est le plus important, je ne me permettrai pas de le dire parce que c'est trop tôt. En ce sens que il y a eu les grands maîtres, que ce soit Moké ou Chéri Samba. Moké nous a malheureusement quittés trop vite et Chéri Samba est à l'apogée de sa gloire pour le moment. Mais il y a tous les autres. Et dans tous les autres, il y a ce qu'on appelle le début. Il y a l'émotion originale, il y a le fait qu'on regarde le voisin, que parfois on a tendance un peu trop à regarder le voisin, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils travaillent tous dans la même pièce en regardant le tableau de l'autre. Il faudrait, et je suis sûr qu'ils vont y arriver, c'est une histoire qui date de ces 10 dernières années et qui a pris une grande accélération suite à l'exposition de Cartier, où André Magnin, que je remercie, parce que personne n'imagine ce qu'il a fait pour faire connaître la peinture du Congo. Alors, vous parlez d'être passionné, et moi je suis passionné, mais lui, c'est quand même lui qui a monté l'exposition Les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou, qui a été une révélation pour le monde entier et quelque chose qui a créé une dynamique qui fait que tout le monde s'est mis à regarder sur l'Afrique en disant, mon Dieu, ils sont capables de faire ça. C'est très paternaliste de dire ça, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a toujours le côté de se dire que bon, voilà. Alors maintenant, on n'en est plus là, heureusement, et Magnin continue à défendre les choses. Et je suis sûr qu'il va sortir, il va y avoir du nettoyage, ça va se décanter, et qu'ils vont chacun trouver leur style à eux. Et parce qu'un artiste, pour moi, il n'a de valeur d'abord que si sa peinture vous interpelle et vous dérange un peu. Il faut qu'un tableau vous dérange. Pas être dérangé au style vous me dérangez, non. Vous pose une question. Qu'il y a un dialogue qui se fait que
il vous parle et s'il vous domine, c'est encore parfait. Parce que moi, c'est les tableaux qui me dominent qui sont pour moi les meilleurs. Hein, quand je vous parle de ce tableau de Mwenze avec les têtes, chaque fois que je le regarde, je dis mais c'est extraordinaire, qu'est-ce qui lui est passé par la tête et il me parle. Quand une œuvre d'art arrête de vous parler, il faut la relâcher. C'est qu'elle a fini son travail vis-à-vis de vous. Et il y a quelques œuvres d'art dans le monde qui continuent à parler. La plus belle, c'est le cri de Munch, ce tableau qui est quelqu'un qui a la bouche ouverte et qui crie. Et ce cri ne s'arrêtera jamais. Et donc ce tableau sera indéfiniment un chef-d'œuvre. Il y a ça aussi dans la peinture africaine. Il y a des tableaux qui sont des cris. Et c'est le plus difficile, c'est de choisir un sujet qui provienne du plus profond de vous et qui ne soit pas simplement la description de ce que vous voyez dans la vie courante. Hein, il ne faut pas que ce soit des cartes postales non plus. Alors, vous me direz, oui, mais il y a beaucoup de tableaux de Mwenze où vous trouvez des scènes de chasse et des scènes de pêche, oui, mais dans les grands tableaux de chasse et de pêche, il y a eu le tableau où il y a un petit plus, où il y a une petite folie. Hein. Donc tout ça contribue à rendre les œuvres plus importantes, les plus fortes. C'est pas facile. J'ai des grosses discussions avec 2-3 artistes contemporains congolais, de Kinshasa essentiellement, et ils me demandent souvent mon avis, ce qui me touche très fort, parce qu'ils sont conscients d'avoir une réponse d'un passionné, non pas d'un marchand. Et le conflit qui se fait, je leur dis, c'est techniquement magnifique, c'est soigné, c'est propre. Mais est-ce que tu as envie d'avoir ça au mur? Il faut pas oublier que quand on fait un tableau qu'on veut vendre, il faut se mettre à la place de celui qui va l'acheter. Et il ne faut pas que, passer le coup de cœur du début, au bout de 2-3 mois, on passe à côté sans le regarder. Il faut qu'il continue à vous poser un problème, il faut qu'il continue à vous interpeller, à vous faire réfléchir aux choses. C'est ça pour moi la force d'une œuvre, et c'est ce que j'ai trouvé dans ma passion pour l'Africain, c'est-à-dire que les plus grands masques et les plus grands fétiches que j'ai pu trouver sauvés de l'oubli ou des termites sont des masques qui m'ont tous interpellé, parce qu'il y avait une force qui était le pouvoir extraordinaire de ces artistes anonymes qui ont sculpté des œuvres et qui sont pour moi d'une importance mondiale, et qui heureusement, grâce à la passion de collectionneurs, pour la plupart européens, très tôt, les ont empêchés de terminer dans l'abandon, cassés, oubliés ou mangés par les termites. Donc nous arrivons tout doucement à la fin de notre reportage. J'aurais voulu savoir si vous avez pu transmettre votre passion à quelqu'un d'autre. Alors la passion de la collection, d'après moi, elle ne se transmet pas. En ce sens qu'elle est innée ou elle n'est pas. On ne devient pas collectionneur parce que quelqu'un vous apprend à être collectionneur. Un jeune enfant qui décide de peindre ou de dessiner, plutôt que d'aller jouer avec des copains, il le fait parce qu'il a envie de le faire. Alors, donc, je n'ai pas transmis la passion de la collection, certainement pas à mon fils qui, lui, est un peintre, donc il a créé son propre univers, avec un certain talent, je dois dire, mais il est tout au début de cette histoire. Par contre, pour répondre à votre question, mais peut-être différemment de ce que vous attendiez comme réponse, c'est que j'aide des gens que j'ai rencontrés autour de moi et qui ont cette passion. J'aide à préciser, à développer cette passion et surtout à la porter sur les ondes ou sur les réseaux sociaux de façon à avoir une prolongation de cette passion pour la peinture congolaise. Et à ce niveau-là, j'ai récemment rencontré un jeune homme charmant qui a établi une relation avec moi et qui s'appelle Grégory Lotten et qui a publié des blogs des groupes sur Facebook, et où il fait un travail extraordinaire parce que c'était pas du tout son destin, hein. Il est dans une profession qui n'a rien à voir avec l'art, mais il a une passion et il écoute.
Et je veux dire, les gens qui écoutent, déjà une grande preuve d'intelligence. Et aussi, c'est l'expression d'une passion qui ne va pas s'arrêter parce qu'on sent qu'il est en train de charger les batteries pour un jour faire tourner un moteur qui sera le sien, j'espère. Et voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, créer des passions, non. Créer des émules, oui. Mais si quelqu'un vient chez moi, mon grand désir, c'est de transmettre et de partager. Il y a un jour quelqu'un qui a dit finir sa vie sans transmettre ce qu'on a appris, c'est partir comme un voleur. Oui. En tout cas, nous vous remercions grandement d'avoir répondu à nos questions. Le mot à retenir, en tout cas, c'est la passion. N'hésitez surtout pas à suivre vos passions et on ne sait pas où cela vous mènera. En tout cas, Monsieur Loss, ça l'a amené qu'aujourd'hui, il est parmi l'un des plus grands collectionneurs de tableaux du Congo. J'ajouterai un dernier mot, c'est que je ne voudrais pas non plus oublier de dire à quel point ce que vous faites, parce que je parle de Grégory, mais ce que vous faites aussi, vous le faites avec passion, vous le faites aussi en regardant le futur, vous établissez aussi un pont. Hein? Et donc, il ne faut pas négliger ça non plus, parce que vous êtes très discrète et très humble, mais ce que vous faites est un boulot remarquable, parce que c'est ingrat. Hein? C'est très ingrat, vous n'êtes pas payé pour ça. Et donc, je voulais aussi vous rendre hommage et vous remercier. Nous arrivons au terme de ce reportage riche en émotions, en informations. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion, de venir voir cette exposition fantastique au Sablon. L'adresse vous sera communiquée. Moi, je suis et demeure accro à l'art afro. Et vous ?